Bonjour Sylvain, bonjour à Bonjour. tous. Alors, vous allez peut-être être surpris d'avoir une vidéo au début de la semaine. C'est en fait une édition spéciale, hein. Je vais mettre un petit générique. Et cette édition spéciale, elle va porter sur ce qui se passe au Soudan, que naturellement, hein, dès qu'il s'agit de militaires, dès qu'il s'agit de kaki, notre ami Sylvain est mobilisé, hein, et donc il va nous expliquer ce qui est en train de se passer et quels sont les enjeux de ce qui est en train de se produire, de cette guerre civile au Soudan. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que, donc, comme vous l'avez peut-être suivi depuis samedi midi, heure française, on a appris que l'ensemble du Soudan, hein, aussi bien la capitale Khartoum que les grandes villes du pays, sont touchées par une espèce d'insurrection armée. Alors, bon, le Soudan est un pays qui est en phase de transition depuis la fin de la guerre civile vers, on l'espérait, une situation apaisée, démocratique. On avait un conseil de souveraineté qui était dirigé par deux militaires. Hein, on avait enfin, on a le général Al-Doram qui est donc à la tête de ce conseil et son numéro 2, le vice-président Dagalo, surnommé Ahmeti, qui lui est à la tête non seulement donc de la vice-présidence, mais aussi de ce qu'on appelle la force de réaction rapide, qui est une force paramilitaire d'environ 100 000 hommes, qui donc devait intégrer soit les rangs de l'armée régulière, soit être dissoute dans le cadre de la passation vers un système de gestion civile du pays, hein, qui est en attente depuis maintenant presque 2 ans. Et donc, on a eu cette irruption de combat assez violent. On a eu la prise d'assaut d'une base aérienne importante à Méroé qui a fait beaucoup de bruit parce que sur cette base étaient stationnés des MiG-29 égyptiens avec leurs pilotes qui devaient participer à des manœuvres conjointes avec l'armée soudanaise. Et donc, on est un peu surpris au départ de voir ce coup d'État, puisqu'il faut l'appeler comme ça, arriver d'un seul coup. Alors, bien évidemment, ça n'est pas arrivé d'un seul coup sans aucune raison, et notamment parce qu'on découvre très rapidement que le 13 avril dernier, hein, c'est-à-dire en milieu de semaine, la semaine dernière, on a eu d'un seul coup les réseaux qui s'intéressent à cette région de l'Afrique qui nous ont dit qu'un la force de réaction rapide elle commence à mobiliser son personnel. Et puis, on a eu une autre information, c'est que le même jour, et c'est pour ça que cette force de réaction rapide semble s'être mobilisée, le même jour, son chef, hein, donc le général Dagalo, a eu au téléphone une réunion conjointe avec les représentants américains, britanniques et norvégiens pour la région et pour le Soudan en particulier. Alors, ça paraît assez problématique de se dire, bah tiens, est-ce que ce monsieur travaillerait pas pour des intérêts étrangers? Et puis, il ne faut pas perdre de vue, hein, c'est toujours le chiffre 13 revient une autre fois encore dans l'historique récent de cette affaire, c'est que le 13 février dernier, le gouvernement soudanais, donc avec ces deux généraux qui s'opposent aujourd'hui, est tombé d'accord avec Moscou pour créer une base navale russe à Port-Soudan, hein, qui est le grand port soudanais sur la mer Rouge, au débouché sud du canal de Suez, hein, donc un lieu stratégique de très haute importance. On sait que pour les Britanniques et les Anglo-Saxons en général, le canal de Suez, c'est pas touche. Hein. Ceux qui étaient nés en 1956 s'en souviennent peut-être encore. Hein. Et donc, on se dit, voilà, les Russes tombent d'accord avec le gouvernement pour mettre en place une très grande base navale, hein, qui serait équivalente à celle que les Russes ont aujourd'hui en Syrie. Et puis, 2 mois et demi plus tard, on arrive à une situation de coup d'État de la part de gens qui viennent d'entrer très récemment en contact avec les Anglo-Américains et les Norvégiens qui sont là pour représenter, entre guillemets, l'Union européenne. Donc, ça pose de grosses questions sur qu'est-ce qu'il y a dessous ce coup d'État. En plus, on apprend que le Soudan et ses aérodromes servent de base de trafic. Alors, trafic légal ou illégal, ça reste à fouiller, d'une partie des armes qui sont destinées à l'Ukraine.
C'est-à-dire qu'on aurait des vols en provenance de l'Europe, des États-Unis, qui feraient un petit passage par le Soudan avant de repartir vers la Bulgarie pour permettre ensuite d'acheminer des armes directement en Ukraine. Donc, la situation dépasse le cadre du Soudan. Hein, malheureusement, donc ce pays qui a déjà des difficultés monstrueuses depuis la fin de sa guerre civile. Hein. On parle de plusieurs millions de personnes qui sont mal nourries, de plusieurs millions de réfugiés. Bref, c'est vraiment un État qui est en grande difficulté. Et là, on vient surajouter quelque chose qui, à mes yeux, n'est pas un problème uniquement soudanais, mais qui s'inscrit dans la guerre mondiale dont on parle depuis plusieurs semaines sur cette antenne, et où les Américains, les Anglo-Américains, poussent à nouveau des pions pour contrer l'influence russe dans cette partie de l'Afrique. Et on comprend, hein, j'invite les gens à aller regarder une carte, hein, trouver Port-Soudan, regardez bien par rapport à la mer Rouge et au débouché du canal de Suez, vous comprendrez pourquoi les Anglo-Américains sont complètement vent debout contre cette idée et que s'il y a un coup d'État qui met en place des gens qui leur seraient favorables et qui révoqueraient cet accord avec Moscou, ça leur irait très bien. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et donc, malgré l'intervention de la Ligue arabe, malgré l'intervention des États-Unis, de la diplomatie russe, etc., pour faire cesser les combats, depuis ce matin, la situation reste très confuse. Hein, c'est-à-dire qu'on a des forces en présence, 100 000 hommes hein, pour la force de réaction rapide, c'est énormément de monde. Hein, c'est l'équivalent d'une armée. Simplement, il semble qu'elle manque de matériel lourd, que l'ensemble de l'armée de l'air soudanaise soit resté favorable au gouvernement légitime et donc à l'armée, que les moyens blindés notamment restent aussi du côté du gouvernement légitime et que vraisemblablement, malgré les premiers succès de samedi et d'hier matin, l'armée soudanaise va peut-être reprendre le dessus dans les jours qui viennent, mais les combats ne se sont absolument pas arrêtés à l'heure à laquelle nous parlons aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une question, parce que bon, il y a beaucoup d'informations très contradictoires qui circulent. En particulier, je crois que c'est hier ou avant-hier où j'avais vu que finalement, les deux factions s'étaient réconciliées et que les combats cessaient. Non, c'est pas le cas, nous dis-tu. Je me pose la question de savoir quelle va être la réaction de l'Égypte, si on peut l'imaginer, si on peut la prévoir. Parce que l'Égypte est quand même une partie prenante assez importante désormais du processus de multipolarisation, puisqu'ils sont candidats à la fois à l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, et au BRICS. Donc, et que tu nous dis que il y avait des manœuvres qui étaient prévues et des avions qui étaient sur des bases soudanaises et qui, d'après ce que j'avais compris initialement, avaient été saisis par les irréguliers. C'est ça, c'est-à-dire que samedi, on a vu apparaître quelque chose qui n'a pas du tout plu, je pense, au maréchal al-Sisi et à l'ensemble de l'armée égyptienne. C'est-à-dire qu'on a vu ces appareils qui étaient sur la base de Méroé être saisis par les rebelles et surtout, on a vu les pilotes égyptiens, les mains derrière la tête, en train d'attendre gentiment les instructions de la part de des irréguliers qui venaient de les capturer. Donc, le soir même, le général Dagalo, qui est le chef donc, de la force de réaction rapide, a envoyé un communiqué auprès du gouvernement égyptien en disant que déjà il s'excusait, que les frères égyptiens allaient être bien traités, qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Pour le moment, il n'y a pas de réaction particulière du Caire, sinon d'appeler à la cessation des hostilités. Mais on peut effectivement se demander ce qui va se passer dans les jours qui viennent, si les combats se poursuivent et si notamment les avions ne sont pas rendus dans les délais les plus courts avec les pilotes au gouvernement égyptien. Et là, on peut, sans trop s'avancer, imaginer que le Caire ne va pas rester l'arme au pied face à cette situation. Bien, ben merci de ces précisions, Sylvain. Je crois que c'était important de faire ce petit flash. Simplement, moi, je constate que il se passe énormément de choses et que tout désormais s'articule avec le mouvement qui s'est enclenché avec l'intervention russe de février 2022. Hein. À chaque fois, il faut essayer de comprendre les enjeux, de savoir comment les différentes forces se positionnent. Il y a toujours là ce que tu as l'air de penser, que c'est peut-être
une révolution de couleur, hein, c'est-à-dire que ces tentatives américaines de déstabiliser des régimes qui ne leur conviennent pas, sauf que maintenant ça prend des formes assez particulières, puisque c'est ce contexte où il semble quand même, ça c'est ma position, c'est la tienne je crois, c'est donc la nôtre, actuellement c'est le Sud global, c'est la majorité mondiale qui est à l'initiative, hein, on voit bien avec le rôle de la Chine sur le plan diplomatique, hein, donc voilà. La guerre mondiale hybride se poursuit et on y restera très attentif. Alors on vous dit, sauf s'il y a des événements avant, on vous dit à jeudi. À jeudi.